Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes portent dans leurs yeux un poids invisible, une profondeur que la surface de leur vie ne peut expliquer? Elles ne sont pas comme les autres. Ce sont celles qui ont dû se forger dans le silence, construisant leur armure non par choix, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Jung croyait que les blessures les plus profondes éveillent souvent des forces anciennes dans l'âme. Dans l'obscurité, là où personne ne voit, les archétypes endormis s'agitent. La femme sage, la guérisseuse blessée, l'héroïne silencieuse. Chaque cicatrice, chaque moment de silence, chaque bataille invisible devient une porte vers une nouvelle complétude. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 marqueurs, des traits d'âme forgés lorsqu'une femme doit tenir bon seule. Ce ne sont pas de simples traits de surface, mais les signatures de l'âme, gravées profondément à travers la douleur et la renaissance. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourriez réaliser que vous portez aussi certains de ces marqueurs dans votre cœur, non pour vous voir comme faible, mais pour reconnaître la force discrète en vous, inscrite dans un voyage partagé par ces femmes qui ont transformé la douleur en lumière. Marqueur 1. Une intuition qui perce les masques. Il existe une forme de perception qui échappe aux 5 sens dont parle souvent la science, mais qui détermine la sécurité et la croissance intérieure d'une femme. Pour celles qui ont dû devenir fortes seules, l'intuition n'est pas un don offert gracieusement. C'est un outil de survie affûté par la douleur, comme une lame invisible qui tranche à travers les masques de la société, les mots doux mais creux, les sourires dénués de sincérité. Carl Jung croyait que l'inconscient collectif porte les expériences de survie de l'humanité à travers des millénaires. Lorsqu'une femme est plongée dans des circonstances où elle ne peut compter sur personne, elle est forcée de puiser dans cette couche profonde. Son intuition n'est pas une vague impression, mais la voix de l'inconscient collectif qui s'élève pour avertir, protéger et guider. Jung appelait cela une connexion au primal, une forme de savoir qui contourne l'analyse rationnelle, mais qui est d'une précision glaçante. Imaginez cette intuition comme un radar invisible, actif en permanence. Il lit l'énergie d'une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il entend le poids du silence plus fort qu'un cri. Il remarque un regard furtif, même lorsque l'autre continue de sourire. Une femme trahie connaît bien ce sentiment. Son cœur s'accélère, son estomac se noue. Un léger bourdonnement dans son esprit signale que quelque chose ne va pas. La raison peut tenter de la contredire, mais le corps ne ment jamais. Et maintes fois, lorsque la vérité éclate, son intuition prouve qu'elle avait toujours une longueur d'avance. Prenez un moment pour faire une pause, fermez les yeux et souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ressenti un signal diffus dans votre cœur, une prémonition qui s'est révélée juste. Qu'est-ce que votre corps vous a dit et l'avez-vous écouté? Cela explique pourquoi beaucoup de femmes ayant traversé des traumatismes sont souvent perçues comme trop sensibles aux yeux des autres. Mais du point de vue de Jung, ce n'est ni faiblesse ni paranoïa. C'est une forme de sagesse obscure. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement instable, son système nerveux apprend à lire les indices subtils pour survivre. Un froncement de sourcils annonçant la colère, une pause présageant l'abandon. Adulte, cette femme conserve cette capacité comme un super pouvoir. Considérez cette comparaison. Une personne n'ayant jamais connu de traumatisme prend souvent les mots pour argent comptant, comme on lit un livre par sa couverture. Mais une femme qui a dû être forte seule lit le texte caché dans ce livre. Elle perçoit le malaise derrière une façade assurée, la tromperie sous les flatteries. Comme une lame tranchant l'écorce, son intuition atteint le cœur de la vérité. Pourtant, cette force s'accompagne d'un fardeau. Quand on voit trop profondément, on voit trop. Les rassemblements festifs révèlent soudain leur courant de faux semblants. Les relations deviennent transparentes, exposant la manipulation dès ses premières graines. Le prix de voir si clairement, c'est la solitude, car vivre par l'intuition rend difficile de prétendre qu'on ne sait pas, difficile de fermer les yeux sur les vérités brutes. Jung disait « Notre esprit a son histoire, tout comme notre corps. Le corps devient le gardien le plus fidèle. Parfois, l'intuition surgit comme un frisson soudain, une oppression dans la poitrine, une envie de partir que la raison ne peut encore justifier. Beaucoup de femmes racontent que faire confiance à ces signaux les a aidées à fuir des relations toxiques, à éviter des tromperies financières, voire à préserver leur sécurité. Ce que d'autres appellent suspicion est en réalité une sensibilité affinée, forgée par des cicatrices invisibles. D'un point de vue psychologique moderne,
L'intuition peut être comprise comme un traitement subconscient de l'information à une vitesse fulgurante. Le cerveau enregistre d'innombrables indices subtils, tons, micro-expressions, schémas respiratoires, regards, que l'esprit conscient ne perçoit pas. Quand ces indices s'accumulent, ils se manifestent sous forme de pressentiment. Pour les femmes qui ont dû tenir seules, cette capacité n'est pas qu'un instinct. C'est une seconde langue de l'âme. Cette intuition aiguisée est le premier marqueur et la fondation de tout ce qu'elles deviennent ensuite. Elle les garde en sécurité, les aide à discerner ce qui est digne de confiance et surtout restaure leur foi en elles-mêmes. Quand une femme apprend à honorer son intuition, elle ne vit plus dans un monde construit par les autres. Elle vit dans un monde où la vérité se ressent jusqu'à ses racines. De cette lame naît une autre force, non seulement la capacité de voir à travers les autres, mais le pouvoir de rester ferme en soi-même. Et à mesure que cette confiance intérieure prend forme, elle se manifeste sous une forme très particulière de pouvoir, le pouvoir silencieux. Marqueur 2, le pouvoir silencieux. Carl Jung l'appelait l'autorité centrale. Ce n'est pas un pouvoir accordé de l'extérieur, ni une force tirée d'un statut ou de titre, mais une énergie née lorsqu'on touche le noyau authentique de son être. Quand une femme endure la perte et affronte des silences invisibles, elle apprend à se relever de l'intérieur. Sans personne sur qui s'appuyer, elle s'appuie sur elle-même. De cette autosuffisance naît un pouvoir discret, inébranlable. Ce pouvoir silencieux est comme la présence d'une montagne. Une montagne n'a pas besoin de rugir pour prouver sa majesté. Elle se tient simplement, immuable, imposant le respect par sa grandeur. Une femme abandonnée, qui a traversé l'obscurité, porte en elle cette présence montagneuse. Elle n'a pas besoin d'argumenter pour être crue, ni de crier pour être entendue. Le calme dans ses yeux, la certitude discrète dans ses pas suffisent à faire sentir aux autres. Voici quelqu'un qu'on ne soumet pas facilement. En réalité, ce pouvoir silencieux se ressent. C'est la femme qui entre dans une pièce et change l'atmosphère sans dire un mot. C'est la collègue qui participe rarement au débat, mais quand elle parle, tout le monde s'arrête pour écouter. C'est l'ami dont la présence vous empêche de mentir ou de prétendre, comme si son être même était un miroir révélant tout ce qui est caché. Jung croyait que lorsqu'une personne vit l'abandon ou la perte, elle est forcée de trouver son moi le plus profond. C'est une étape cruciale dans le processus d'individuation, ce cheminement qui consiste à se libérer de la dépendance sociale pour devenir un être à part entière. Une femme qui a dû se tenir seule en est un témoignage vivant. Elle construit son identité non pas à travers le regard des autres, mais en explorant les profondeurs de son être. Et lorsque ce moi se forge dans le silence, il devient si solide qu'il ne vacille pas facilement face aux opinions, aux regards ou aux jugements. On pourrait comparer cette force silencieuse à une flamme discrète. Elle ne s'embrase pas pour attirer l'attention, mais elle ne s'éteint jamais. Elle brûle en elle, conférant à ses pas une assurance, à ses décisions une détermination, et à son existence une autorité qui n'a besoin d'aucune permission. Les autres ne la nomment pas toujours, mais ils la ressentent. C'est une femme qui s'est rencontrée elle-même, qui a affronté et transcendé ses propres ténèbres. Pourtant, cette force peut parfois déstabiliser. La société est habituée aux femmes douces, conciliantes, en quête d'approbation. Face à une femme qui n'a besoin de rien de tout cela, beaucoup se sentent défiés. Mais c'est précisément ce qui la distingue. La puissance silencieuse ne cherche pas à plaire. Elle rappelle au monde qu'elle n'est plus insignifiante. Jung soulignait que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans l'unité intérieure. Quand on n'est plus déchiré par le désir contradictoire d'être aimé tout en craignant l'abandon, quand on ose rester fidèle à son vrai moi, une énergie unique émane. Certains l'appellent présence. En réalité, c'est la marque d'une âme avancée sur le chemin de l'individuation. Ce qui rend cette puissance silencieuse si fascinante, c'est qu'elle n'est ni bruyante ni ostentatoire, mais elle touche un respect primal chez les autres. Comme si une voix intérieure murmurait « Voici quelqu'un qui sait maîtriser, être seul sans se briser ». La puissance silencieuse permet à une femme de tenir bon dans le monde extérieur. Mais un défi plus ardu l'attend, le monde intérieur. Peu osent s'asseoir avec eux-mêmes dans les vides épais et interminables où il n'y a ni bruit, ni distraction, seulement les échos de leur moi profond. Pour une femme qui a dû devenir forte seule, ce silence n'est plus une punition. Il devient un compagnon. Carl Jung a dit «
La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer ce qui nous semble important. Dans l'obscurité de la solitude, cette femme apprend à affronter les parties négligées de son âme, ce que Jung appelait l'ombre. Beaucoup craignent la solitude, terrifiés à l'idée que le vide les engloutisse. Mais pour elle, ce vide devient un terreau fertile où germent les graines de la conscience de soi. Imaginez une pièce éclairée par une seule bougie. Au début, le silence est terrifiant. Vous entendez les battements de votre cœur, le tumulte de vos pensées, les anciennes blessures qui reviennent comme des fantômes. Mais lorsque vous osez rester, lorsque vous cessez de fuir, vous réalisez que l'obscurité n'est pas une menace. Elle devient la toile de fond qui fait briller votre bougie plus intensément. C'est la force d'une femme qui peut être seule sans se briser. En réalité, après un chagrin d'amour, beaucoup de femmes se jettent dans l'agitation ou de nouvelles relations pour combler le vide. Mais certaines choisissent de rester immobiles. Elles ne se précipitent pas pour remplir le vide. Elles s'assoient avec leur tristesse, la laissent exister, écoutent ses murmures. Dans ce processus, elles découvrent une vérité. La solitude ne les tue pas. Elle leur enseigne une force qu'aucun autre lieu ne peut offrir. Et vous? Avez-vous déjà affronté un moment où vous avez dû faire face à votre propre solitude? Si oui, partagez ce que vous en avez appris. Car parfois, écrire libère et révèle la force déjà formée en vous. En termes psychologiques, la capacité à être seule sans désespoir s'appelle la résilience émotionnelle. Une femme qui a dû se relever seule développe cela naturellement. Elle apprend à cohabiter avec des pensées sombres sans se laisser consumer, à affronter des souvenirs douloureux sans les laisser définir son avenir. Jung appelait cela un rite de passage pour l'âme, un voyage sacré où la solitude devient le pont vers la maturité spirituelle. La différence réside ici. Au lieu de laisser la solitude sombrer dans la panique, elle la transforme en méditation. Au lieu de combattre le vide, elle en fait un sanctuaire intérieur. Au lieu de craindre l'obscurité, elle apprend à dialoguer avec elle. Les autres peuvent la trouver trop détachée, mais en vérité, elle forge la relation la plus intime avec elle-même. Jung a dit « La véritable maturité vient quand on peut être seul sans être solitaire. Ce n'est pas de l'isolement, mais une réconciliation avec soi. » À partir de ce point, une femme entre dans une nouvelle forme d'amour, un amour qui ne repose plus sur des compromis, mais sur le respect de son propre âme. Aimer avec des limites. Quand une femme a appris à être seule sans se briser, elle entre dans une nouvelle phase de son chemin vers la maturité. Apprendre à aimer sans se perdre. Si la solitude lui a appris à apprivoiser l'obscurité, l'amour lui enseigne à poser des limites pour préserver sa propre lumière. Carl Jung mettait en garde contre l'ombre de l'archétype maternel. Quand l'amour devient un sacrifice sans fin, quand une femme donne jusqu'à s'épuiser, ne laissant rien pour se nourrir elle-même. Pendant des siècles, la société a glorifié cette image, poussant beaucoup de femmes à croire que l'amour véritable équivaut à l'effacement de soi. Mais à travers ces blessures, une femme réalise que l'amour n'est pas une autodestruction, mais un acte de préservation de l'intégrité de l'âme. C'est le passage de l'amour dépendant à l'amour conscient. Dans la dépendance, nous aimons pour être validés, pour combler des vides, pour échapper à la peur de l'abandon. Mais quand une femme a appris à se nourrir elle-même, l'amour devient un choix, non une nécessité. Elle pose des limites claires. Elle peut donner profondément, mais jamais son âme même. En pratique, cela se manifeste par des actions concrètes. Auparavant, elle aurait pu endurer en silence un traitement injuste, hantée par la peur. Si je résiste, je serai abandonnée. Désormais, elle ose dire non lorsque ses limites sont franchies. Elle ne reste plus dans des relations juste pour prouver qu'elle mérite d'être aimée. Elle choisit de partir si cela signifie protéger sa paix. Jung soulignait que le véritable amour commence par une connexion avec le moi authentique. Quand une femme a touché son vrai moi dans l'obscurité, elle ne cherche plus l'amour comme une salvation. Elle le recherche comme une rencontre entre deux âmes entières, se respectant mutuellement, s'illuminant l'une l'autre. C'est un amour qui n'exige pas de sacrifice pour se prouver, mais qui brille à travers la liberté et l'intégrité. Imaginez l'amour comme un jardin. Auparavant, elle aurait labouré sa terre jusqu'à l'épuisement, plantant des fleurs uniquement pour les autres. Maintenant, elle apprend à se réserver un coin fertile. De ce sol, les fleurs s'épanouissent naturellement.
partageant leur parfum avec chacun sans contrainte. L'amour avec des limites ne la rend pas égoïste, il la rend durable, car ce n'est que lorsqu'elle est nourrie qu'elle peut aimer profondément et sainement. Plus important encore, chaque limite qu'elle pose n'est pas un mur mais une porte. Ceux qui la respectent peuvent y entrer. Ceux qui ne la chérissent pas sont naturellement exclus de son espace sacré. Cela confère à son amour une valeur qualitative. Non pas un échange aveugle, mais une rencontre des âmes. Lorsque Jung parlait d'individuation, il soulignait qu'il faut apprendre à s'harmoniser sans se dissoudre. Une femme qui aime avec des limites incarne cela. Elle peut s'immerger dans l'amour sans jamais s'y perdre. Elle aime tout en restant elle-même. De cette liberté intérieure, elle franchit le cap suivant. La résilience sans devenir victime, transformant la douleur en sagesse plutôt qu'en chaîne qui lie. Point 5. La résilience sans devenir victime. Il s'agit d'un niveau de maturité supérieur, transformant la douleur en force plutôt que de devenir victime du destin. Pour que l'amour, avec ses limites, perdure, une femme ne doit pas laisser ses blessures définir sa vie. C'est le 5e marqueur, la résilience sans victimisation. Carl Jung a dit un jour, « On est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit. » Par ce choix, une femme façonne son destin. Douleur, trahison, perte. Tout le monde peut en souffrir. Mais tout le monde n'en fait pas un terrain fertile pour grandir. Certaines portent leurs blessures comme une médaille inversée, les exhibant pour susciter la pitié. Une femme résiliente est différente. Elle utilise ses blessures comme un terreau spirituel, une sagesse et une force amère mais nourrissante. Les recherches montrent qu'après avoir subi un traumatisme, on se rétablit non seulement, mais on développe aussi de nouvelles qualités, une gratitude plus profonde, des perspectives plus larges et une empathie plus forte. Une femme qui a dû être forte seule incarne ce phénomène. Elle ne nie pas sa douleur, mais refuse de la laisser l'enfermer dans le rôle de victime. Elle en fait le fondement de son évolution. Imaginez une forêt après un incendie. Au début, ce n'est que cendres et pertes, mais ces cendres se transforment en nourriture, faisant germer une vie nouvelle et plus forte. La douleur d'une femme est similaire. Elle brûle les illusions, les attentes vaines et les croyances naïves. De ces cendres naît un moi résolu, authentique et profond. Une abonnée nous a raconté son histoire. Elle avait subi une relation autoritaire où ses décisions, ses pensées et même ses rêves étaient bridés. Au début, elle s'est noyée dans l'amertume, tentée de vivre éternellement dans cette histoire, la racontant comme une preuve de sa victimisation. Mais après s'être confrontée à elle-même, elle a choisi de voir cette expérience comme une leçon. Ce changement l'a amenée à construire des relations plus saines, valorisant la liberté et le respect mutuel. Son regard transformé sur sa douleur a clairement tracé la frontière entre victime et résilience. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Lorsque nous affrontons nos blessures sans les nier, l'obscurité cesse de nous contrôler. Au contraire, elle devient une partie intégrante de notre force. Une femme qui maîtrise cela n'utilise pas sa douleur pour punir le monde, ni ne transforme ses blessures en motif d'amertume. Elle laisse l'obscurité et la lumière coexister, et cet équilibre engendre la sagesse. Autre point essentiel, la résilience n'est pas une dureté. Beaucoup pensent que la force consiste à nier les larmes ou à faire semblant d'aller bien. Mais la vraie force est comme le bambou, flexible, qui plie sous la tempête sans jamais se briser. Une femme résiliente ose pleurer, souffrir, reconnaître ses blessures. Pourtant, elle ne s'y enferme pas. Cela exige un choix quotidien. Grandir au lieu de culpabiliser, apprendre au lieu de se plaindre, aller de l'avant au lieu de s'attarder sur le passé. Souvent, personne ne voit ni n'applaudit ses choix. Mais ces décisions discrètes ont forgé l'acier de son âme. C'est là que réside la profonde différence. Une victime se demande « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Une femme résiliente se demande « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Cette question ouvre la voie à la transformation. À partir de ce fondement, elle franchit le cap suivant. L'indépendance totale, émotionnelle et pratique. C'est la prochaine étape vers l'épanouissement personnel. À ce stade, nous avons franchi la moitié des étapes, soit 5, transformant la douleur en force. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si cela vous parle, un « j'aime » ou un abonnement vous permettra de poursuivre ce voyage, où des découvertes plus profondes vous attendent. 6e étape, la maîtrise de soi émotionnelle et pratique. Lorsqu'une femme ne se laisse plus enfermer dans le rôle de victime, elle atteint un nouveau niveau,
et devient le centre autonome de sa propre vie. Carl Jung pensait qu'un soi mature n'est ni influencé par des illusions, ni dépendant d'une validation extérieure, mais solide comme un axe, orchestrant chaque facette de l'existence. Une femme contrainte d'être forte seule a involontairement perfectionné cette capacité. Lorsque le monde extérieur ne lui offre aucun soutien, elle devient son propre ancrage. En pratique, cette maîtrise de soi se manifeste aussi bien dans les petites tâches que dans les décisions importantes. Une abonnée a raconté qu'après son divorce, elle avait réalisé qu'elle n'avait jamais géré ses finances. Son mari contrôlait tout. D'abord dépassée, voire terrifiée à l'idée de subvenir seule aux besoins de sa famille, elle a choisi de ne pas sombrer dans l'impuissance. Elle a appris à gérer son budget, à planifier à long terme et à construire une nouvelle stabilité. Des années plus tard, non seulement sa vie financière était stable, mais ses émotions avaient aussi changé. Elle ne s'inquiétait plus de l'avenir, mais avait confiance en ses propres capacités. La maîtrise de soi émotionnelle est tout aussi essentielle. Auparavant, lorsqu'elle était triste ou anxieuse, elle cherchait du réconfort en s'accrochant aux autres, espérant que quelqu'un vienne la sauver. Mais après avoir appris à vivre avec ses émotions sans s'effondrer, elle est devenue sa propre mère intérieure. Elle apaise sa propre douleur, célèbre ses succès et s'équilibre sans dépendre des réactions des autres. Jung appelait cela l'intériorisation de l'archétype parental, apprenant à apporter le soutien émotionnel autrefois recherché. Imaginez un phare se dressant au milieu d'une mer agitée. Il ne peut arrêter les vagues, mais peut éclairer sa vie et celle des autres en quête d'une voie. Une femme maîtrisée est ainsi. Elle ne peut contrôler les turbulences de la vie, mais peut contrôler sa réaction. Dans un monde chaotique, cette stabilité devient un phare irremplaçable. Cela ne signifie pas qu'elle se ferme aux autres ou refuse toute aide. Au contraire, la maîtrise de soi lui permet de se connecter librement. N'ayant plus besoin de quelqu'un pour combler ses vides ou définir sa valeur, elle aborde les relations avec intégrité. Elle aime non par manque, mais par désir de partager. Elle se connecte non par peur de la solitude, mais par joie de la compagnie. Cette subtile différence transforme sa qualité de vie. Jung a dit que la plénitude ne s'atteint pas en se coupant d'une partie de son être, mais par l'intégration. La plénitude ne vient pas du rejet de la faiblesse, mais de sa construction en un être unifié. Une femme maîtrisée ne nie pas ses peurs et ses vulnérabilités passées. Elle choisit de ne pas les laisser la dominer. Au contraire, elle les intègre à son être profond, une personne capable de pleurer et de se relever. Cette indépendance peut déstabiliser les autres. La société attend des femmes qu'elles aient besoin d'être sauvées ou protégées. Mais une femme à ce stade n'a pas besoin de sauveur. Elle devient son propre centre. Paradoxalement, c'est alors qu'elle est véritablement prête à partager sa vie sans se perdre. Mark 7, la force sans public. La maîtrise de soi émotionnelle et pratique a fait d'une femme le centre de sa propre vie. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Il existe une force plus profonde, discrète et souvent invisible à quiconque, sauf à elle-même. C'est le 7e stade, la force sans public. Carl Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Le plus grand privilège de la vie est de devenir soi-même. Pour y parvenir, il faut accepter que les victoires les plus profondes se produisent souvent dans silence, sans projecteur ni applaudissements. Une femme qui a dû être forte seule le comprend mieux que quiconque. En réalité, beaucoup trébuchent sans reconnaissance. Elles ont besoin d'éloges pour persévérer, de validation pour se sentir dignes. Mais une femme qui a affronté de longues nuits seule avec elle-même est différente. Elle a appris à s'élever sans témoin, à se battre sans soutien, à guérir sans éloge. Ces victoires invisibles sont ce qui façonne véritablement sa force. Imaginez une graine qui germe sous terre. Personne ne la voit s'élever. Personne n'observe ses racines en quête de vie. Pourtant, dans cette obscurité, une croissance silencieuse se déploie. Il en va de même pour une femme. Les moments où elle choisit le pardon plutôt que le ressentiment, la résilience plutôt que l'abandon, la persévérance plutôt que l'abandon, ce sont des triomphes sans public. Mais ce sont eux qui font d'elle un être inébranlable. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous. Si tous les regards disparaissaient, si personne ne vous observait, continueriez-vous votre chemin? Votre réponse révèle où réside votre véritable force. Je me souviens de l'histoire de Fiona, au Texas. Elle a traversé une longue dépression après une perte dévastatrice.
Personne ne savait les soirs où elle luttait contre l'idée d'abandonner. En apparence, elle travaillait et prenait soin de sa famille, comme tout le monde. Mais intérieurement, elle luttait quotidiennement contre sa noirceur intérieure. En émergeant, elle a compris que la vraie force ne consiste pas à prouver au monde qu'on va bien. C'est persister dans la survie même quand personne ne le sait. Jung appelait cela l'incarnation du héros intérieur, l'archétype de celle qui traverse le désert de l'âme, guidée non par la lumière extérieure, mais par une petite flamme intérieure inébranlable. Une femme qui a été forte seule en est l'incarnation vivante. Ce qui est remarquable, c'est que cette force sans public n'est ni froide ni austère. Elle est porteuse d'une qualité profondément humaine. Une femme qui a mené des combats silencieux devient souvent plus profonde et humble. Elle n'a pas besoin de raconter ses combats pour susciter la pitié, ni de les afficher pour être louée. Ce silence purifie sa force comme une rivière souterraine, invisible mais nourrissant tout un paysage. Cette force silencieuse peut passer inaperçue aux yeux des autres, inconsciente du chemin parcouru. Mais pour elle, cela n'a pas d'importance. La plus grande validation vient de l'intérieur. Savoir qu'elle a survécu à ses nuits les plus sombres. Savoir qu'elle a choisi de persévérer quand il était plus facile de se rendre. Cette reconnaissance suffit. Marc 8. Pardonner sans répéter le mal. La force silencieuse permet à une femme de tenir bon sans public. Mais son cheminement reste incomplet sans la maîtrise d'un autre art, le pardon. Ni une absolution insouciante, ni une complaisance aveugle. C'est le 8e jalon. La capacité à pardonner sans répéter le mal. Carl Jung a dit « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » L'illumination ne vient pas de faire semblant que tout va bien, mais de faire face à l'obscurité et de la comprendre. Le pardon, au sens jungien, est similaire. Ne pas nier les torts d'autrui, mais reconnaître la blessure, en tirer les leçons et choisir d'avancer sans se laisser piéger. En réalité, beaucoup de femmes tombent dans deux extrêmes, s'accrocher au ressentiment ou pardonner pour être à nouveau blessée. Mais une femme qui a dû être forte seule apprend une autre voie. Elle se libère du ressentiment non pas pour absoudre ceux qui l'ont blessée, mais pour libérer son âme des chaînes du passé. Parallèlement, elle établit des limites solides pour que la douleur ne se reproduise jamais. Imaginez une blessure sur la peau. Laissée ouverte, elle saigne sans fin. Trop serrée, elle se referme. Mais soignée correctement, elle guérit, laissant une cicatrice. La cicatrice demeure, mais ne fait plus mal. Le pardon est ainsi. Il transforme la douleur en un souvenir intégré, une partie de soi, mais qui n'a plus de contrôle. Jung croyait qu'à chaque fois que nous intégrons l'ombre, nous reprenons le pouvoir sur l'inconscient. Lorsqu'une femme apprend à pardonner avec des limites, elle maîtrise une autre part de son obscurité, celle du ressentiment, celle de la vengeance. Elle en ressort plus légère, plus sage, plus forte. Le pardon circonscrit fait également mûrir son amour. Elle n'aime plus faire ses preuves ni répéter les tragédies. Elle aime avec conscience, là où la compassion et la sagesse cohabitent. Elle peut regarder les autres avec bienveillance, mais n'oublie jamais de se protéger. C'est un équilibre rare entre douceur et fermeté, lâcher prise et s'accrocher. De cet équilibre, elle accède à une nouvelle profondeur d'individuation, devenant son propre ancêtre, la mère intérieure qu'elle désirait autrefois, la gardienne de son âme que personne d'autre ne lui avait offerte. Marc 9. Devenir son propre ancêtre. C'est le marqueur ultime et le plus sacré, devenir son propre ancêtre. Lorsqu'une femme choisit de devenir son propre ancêtre, elle choisit de briser les cycles qui ont lié les générations. Elle réalise que ses blessures ne sont pas seulement personnelles, mais qu'elles font partie de l'inconscient collectif. Au cœur de cet inconscient se trouvent les souvenirs et les ombres transmis par ses parents, ses grands-parents et ceux qui l'ont précédé. En se guérissant, elle se libère non seulement, mais dissout aussi les chaînes qui ont persisté à travers les âges. De nombreuses femmes m'ont raconté avoir perçu en elles des échos de leur mère et de leur grand-mère, des femmes qui ont vécu une vie d'endurance, de sacrifice et de silence. Mais au lieu de répéter ce destin, elles choisissent une autre voie. Un abonné a écrit « J'ai grandi dans une famille où les femmes faisaient toujours passer les autres avant elles. Ma mère s'épuisait pour son mari et ses enfants. Quand je me suis vue sur le même chemin, j'ai arrêté. J'ai appris à m'aimer, à construire ma carrière et à enseigner à ma fille que l'amour ne signifie jamais s'effacer. »
C'est ainsi que je suis devenu une ancêtre pour moi-même et pour la génération suivante. Imaginez une rivière. Pendant des générations, elle coule le long d'un ancien chemin, charriant boue et débris depuis sa source. Mais un jour, une branche ose diverger, traçant un nouveau cours. Au début, elle rencontre de la résistance, traçant la roche, serpentant dans l'obscurité. Pourtant, elle finit par ouvrir une nouvelle terre fertile. Une femme qui devient son propre ancêtre et cette branche qui ose s'écarter pour réécrire son destin et celui de ceux qui la suivent. Selon Jung, cela complète le cheminement vers l'individuation. Lorsqu'on cesse d'être une pièce passive de l'histoire familiale ou sociétale et qu'on devient un symbole vivant de plénitude, on devient un ancêtre spirituel non seulement pour soi-même, mais aussi pour sa communauté. Chaque acte courageux qui rompt les vieux cycles ouvre la voie à d'autres. Ce n'est pas seulement une question de philosophie, c'est une réalité concrète au quotidien. Une femme qui quitte un mariage toxique non seulement se sauve, mais montre aussi à ses enfants que la sécurité et la dignité priment sur l'apparence d'une famille heureuse. Une femme qui poursuit une carrière ou s'exprime, non seulement poursuit ses rêves, mais devient aussi un modèle pour la génération suivante, lui permettant d'être elle-même. Alors que ce voyage touche à sa fin, ce qui persiste n'est pas une liste de repères, mais un subtil changement dans la façon dont vous vous percevez. Nul besoin d'un événement majeur pour prouver votre force. Chaque jour, par de petits choix cohérents, vous façonnez discrètement votre destin. La véritable transformation n'est pas bruyante. Elle se produit dans des moments ordinaires. Comment vous vous parlez à vous-même? Comment vous surmontez une vieille peur sans vous juger? Comment vous laissez votre cœur s'ouvrir en restant à vos côtés? C'est le cœur de la philosophie de Jung. Revenir à son moi authentique, vivre non pas comme un reflet du passé, mais comme le capitaine du présent. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, que ce soit un engagement simple, à partir d'aujourd'hui, je me traiterai comme quelqu'un que j'ai la responsabilité d'aimer et de guider. Le repos, la lumière, la paix et la dignité vous trouveront en leur temps.